Imaginez une ville médiévale au cœur de la Bavière. Ses toits de tuiles rousses brillent encore sous les dernières pluies d'un printemps tardif. Ses ruelles pavées résonnent depuis l'aube sous les sabots des chevaux, sous les pas pressés des marchands, sous les cris des enfants qui jouent entre les étals. Nuremberg, en ce lundi 26 mai 1828, est une ville ordinaire, une ville parfaitement banale, qui ne se doute de rien. Il est presque 5 heures de l'après-midi. La chaleur de printemps commence à se retirer en douceur comme une marée qui reflue, et les gens rentrent chez eux avec leur pain sous le bras et leurs préoccupations dans la tête. Les servantes ferment les volets des premières boutiques. Les cochers mènent leurs chevaux épuisés vers les écuries. Tout est normal, tout est prévisible. C'est dans ce décor banal, dans cette lumière dorée et tranquille qui précède le crépuscule, qu'un homme du nom de George Weichmann remarque quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Sur la place de la Nouvelle Porte, la Unschlittplatz, se tient un garçon, un adolescent apparemment. Il se tient debout mais avec une instabilité qui intrigue. Il chancelle légèrement comme quelqu'un qui aurait marché pendant des jours sans s'arrêter ou comme quelqu'un qui n'a jamais vraiment appris à marcher dans des rues. Ses vêtements sont étranges, comme sortis d'une autre époque. Une veste paysanne trop petite pour son corps, des culottes usées aux genoux, des chaussures qui semblent appartenir à quelqu'un d'autre, trop larges, trop rigides, manifestement portées pour la première fois. Ses pieds à l'intérieur sont meurtris, couverts d'ampoules éclatées, comme si ses pieds n'avaient connu que la surface douce et froide d'un sol de pierre et jamais les aspérités d'une route. George Weichmann s'approche avec prudence. Il parle au garçon, d'abord en bavarois, puis en allemand standard. Le garçon lève les yeux vers lui. Et là, premier frisson, première anomalie incompréhensible, ses yeux sont d'une limpidité troublante, absolument vides de toute méfiance sociale, de toute connaissance du monde. Il regarde Weichmann avec la même curiosité naïve et totale qu'un nourrisson regarderait un visage adulte pour la première fois. Il ne répond pas. Il bafouille quelques syllabes incompréhensibles, des sons qui ressemblent à des mots mais qui ne forment aucune phrase connue. Dans sa main tendue, il tient une lettre. Une lettre adressée au capitaine de la cavalerie de Nuremberg. Qui est ce garçon? D'où vient-il? Pourquoi ne peut-il pas parler? Comment est-il arrivé sur cette place sans que personne ne l'ait vu arriver? Et surtout, pourquoi sourit-il avec cette expression étrangement paisible, presque sereine, comme s'il découvrait le monde pour la première fois de sa vie et que cette découverte, aussi déconcertante soit-elle, le comblait d'une joie muette? Ce soir-là, personne ne peut imaginer que cet adolescent sans nom va bouleverser l'Europe entière. Que des philosophes de renom vont débattre de son cas dans des traités savants, que les journaux de Londres, de Paris, de Vienne et de Berlin vont publier des dizaines d'articles, de tribunes et d'éditoriaux sur son mystère. Que des poètes vont lui dédier des vers, que des cinéastes 150 ans plus tard vont encore essayer de comprendre qui il était. L'histoire de Caspar Hauser, l'enfant qui surgit du néant, commence ici, et elle ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais entendu. Chapitre 1. L'apparition. George Weichmann, décontenancé mais curieux, prend la décision de conduire le garçon chez le capitaine Friedrich von Wessenig, l'officier à qui la lettre est adressée. Ce n'est pas une tâche aisée. Le garçon marche d'une façon qui alarme les passants. Il lève les yeux vers les bâtiments avec une stupéfaction naïve et totale, comme si des maisons à 2 étages étaient des apparitions venues d'un autre monde. Il s'arrête devant les vitrines des boutiques, colle son front contre le verre, fasciné par les reflets du soleil couchant. Il trébuche sur les pavés inégaux. Il cligne les yeux face aux reflets du soleil couchant dans les fenêtres. On lui propose de l'eau dans un gobelet en tain. Il boit avec avidité, frénétique, comme quelqu'un qui n'a pas bu depuis des heures, ou dont la gorge est peu habituée à absorber autre chose que de petites quantités. On lui propose du pain. Il le saisit et le mange avec les 2 mains, rapidement, sans regarder personne, comme un animal qui a peur qu'on lui reprenne sa nourriture. On lui propose de la viande froide. Il la renifle, fait une grimace de dégoût sincère et repousse la plaque. On lui donne de la bière.
Il la porte à ses lèvres, la goûte et la recrache aussitôt avec une grimace. Il semble ne connaître comme alimentation que le pain et l'eau, rien d'autre. Son palais, visiblement, n'a jamais rencontré autre saveur. Lorsqu'on l'interroge sur son identité, sur son origine, sur son nom, il répète sans cesse une seule phrase comme une formule apprise par cœur, peut-être récitée des centaines de fois pour ne pas l'oublier. « Ich möchte ein solcher Reiter werden, wie mein Vater einer war », ce qui veut dire en français « Je voudrais être un cavalier comme mon père l'était ». C'est tout. C'est la seule phrase complète qu'ils connaissent. Pour le reste, il ne comprend pas, il ne répond pas. Il sourit avec cette expression vague et douce qui déconcertera tous ceux qui essaieront de le percer à jour. Ce soir-là, le capitaine von Wessenig ne sait pas quoi faire de cet étrange visiteur. Il le confie à la garde de la ville, qu'il l'installe dans une cellule, non pas comme un criminel, mais comme quelqu'un dont on ne comprend pas encore sa nature. Et c'est dans cette cellule, sous les regards des geôliers intrigués, que commence vraiment l'étude minutieuse de Kaspar Hauser. Les premières observations. Les premières observations sont stupéfiantes. Kaspar peut se tenir debout et marcher, certes, mais sa marche est celle d'un enfant qui vient juste d'apprendre à marcher. Ses muscles sont étrangement atrophiés, sous-développés pour quelqu'un dont l'âge apparent est estimé à 16 ou 17 ans. Ses mains sont douces comme celles d'un nourrisson, sans la moindre callosité. Des mains qui n'ont jamais tenu un outil, jamais porté un bau, jamais fait le moindre travail physique. Ses sens semblent fonctionner selon des règles radicalement différentes des nôtres. Dans un rapport rédigé plusieurs semaines plus tard par le docteur Friedrich Daumer, l'homme qui allait devenir son premier tuteur et son plus grand défenseur, on apprend que Kaspar voyait parfaitement dans l'obscurité totale. Une obscurité que tout être humain normal aurait trouvée impénétrable lui permettait de distinguer les objets avec une précision remarquable. Il percevait les odeurs avec une acuité qui dépassait l'entendement. Il pouvait identifier la présence d'une chandelle éteinte à plusieurs mètres de distance, rien qu'à l'odeur de la cire froide. Il entendait des sons que les adultes autour de lui ne percevaient pas, des bruits lointains, des vibrations infimes. En revanche, la lumière vive lui était physiquement douloureuse. Face au soleil du midi et demi, il se couvrait instinctivement les yeux et gémissait. Devant les torches et les bougies allumées, il reculait. Les chandelles que les geôliers allumaient dans sa cellule, le soir, lui faisaient souffrir comme si on lui plantait des aiguilles dans les yeux. Son corps, manifestement, n'avait jamais été exposé à la lumière du jour de façon normale et régulière. Ses pupilles n'avaient jamais appris à se contracter normalement. Son rapport aux objets était celui d'un enfant de 2 ou 3 ans au maximum. Il ne faisait pas spontanément de différence entre les choses vivantes et les choses inertes. Il parlait aux objets avec le même sérieux qu'aux personnes et s'étonnait incompréhensiblement qu'ils ne lui répondent pas. Il regardait une flamme de chandelle avec une fascination mêlée d'incompréhension totale, se brûlait parfois en tendant le doigt vers elle, puis regardait sa brûlure avec la même curiosité scientifique détachée, sans crier, sans larmes, comme si la douleur elle-même était une nouveauté intéressante. Et les chevaux. Dès qu'on l'amena la première fois près d'une écurie, Kaspar manifesta une joie infantile, immédiate, totale. Il s'approcha des animaux sans peur, caressa leurs flancs avec familiarité que déconcertèrent les palefreniers, comme si les chevaux étaient des êtres familiers, peut-être les seules créatures vivantes, à part son mystérieux gardien, qu'il avait jamais connu. Qui était vraiment cet enfant, et d'où venait-il ? Chapitre 2. L'éveil d'un esprit. La nouvelle se répand dans Nuremberg comme une traînée de poudre par une journée de vent. Un garçon sans passé, un adolescent qui ne sait pas parler, mais qui apprend à une vitesse déconcertante. Un être humain sorti, apparemment, du néant absolu. En quelques jours, la cellule du garçon se transforme en un lieu de pèlerinage informel. Les curieux, les savants, les journalistes, les philosophes, les médecins, les pasteurs, les nobles désœuvrés, tous veulent voir Kaspar Hauser de leurs propres yeux. Et ce qu'ils voient, invariablement, les laisse sans voix. Car Kaspar apprend, à une vitesse qui stupéfie tous ceux qui l'observent de près. En quelques semaines seulement, il commence à parler en phrases complètes. Pas parfaitement, avec des constructions grammaticales étranges, des lacunes dans le vocabulaire, des confusions systématiques entre les temps verbaux, mais de manière compréhensible, parfois étonnamment précise. Il apprend à écrire son prénom, puis son nom complet,
tel qu'il lui a été donné par les autorités de la ville, Caspar Hauser. Il apprend les chiffres, les couleurs, les noms des objets qui l'entourent. Mais ce qui fascine le plus les observateurs, c'est la façon dont il apprend. Caspar n'assimile pas les connaissances comme un adulte qui récupère des informations oubliées et les réactive. Il les assimile comme un enfant qui découvre le monde pour la première fois, avec une stupéfaction totale, une joie absolue, parfois une terreur irrationnelle face aux choses les plus banales. La première fois qu'il voit une bougie s'éteindre, il pleure. Pas de peur, mais de chagrin. Un chagrin sincère, profond, qui dure plusieurs minutes. Pour lui, la flamme était un être vivant, avec une personnalité propre, et elle venait de mourir. Personne ne sait comment lui expliquer que la flamme peut être rallumée, et lorsqu'on la rallume, il manifeste une joie infantile, immédiate, comme si un ami venait de ressusciter sous ses yeux. La première fois qu'il voit de la neige, un matin de l'hiver 1828, alors qu'il loge désormais chez le professeur Daumer, il se précipite vers la fenêtre avec des cris d'émerveillement. Il tend les mains vers les vitres, puis court dans le couloir, tire sur la manche de Daumer, l'entraîne vers la fenêtre, lui montre les flocons en tombant avec des gestes frénétiques et un rire de pur bonheur. Il veut sortir, il veut toucher. Et lorsqu'on le laisse enfin mettre la main dehors pour attraper quelques flocons, il les regarde fondre dans sa paume avec une expression de stupéfaction absolue, comme si le monde venait de lui jouer un tour magique. La première fois qu'on lui joue de la musique, un violon, dans le salon d'un bourgeois chez qui Daumer l'emmène en visite, il s'immobilise au premier accord. Ses yeux s'emplissent de larmes sans qu'il semble en avoir conscience. Il reste sans bouger, rigide, pendant toute la durée du morceau, comme paralysé par quelque chose de trop grand pour son corps. Et lorsque la musique s'arrête, dans le silence qui suit, il chuchote un seul mot. Encore. Le professeur Georg Friedrich Daumer est l'énigme de l'apprentissage. C'est le professeur Georg Friedrich Daumer qui prend en charge l'éducation de Caspar à partir de l'été 1828. Daumer est un homme remarquable, qui sort du lot dans la Nuremberg bourgeoise et conservatrice de son époque. Philosophe, naturaliste, passionné par les questions de conscience, d'identité humaine et de spiritualité, il n'est pas du genre à se laisser impressionner par les modes intellectuels ou les opinions convenues. Pour lui, dès le premier jour, Caspar n'est pas un phénomène de cirque ni une mystère à résoudre pour satisfaire la curiosité des oisifs. C'est une fenêtre unique, irremplaçable, sur la nature humaine brute. Un être humain qui n'a pas encore été entièrement façonné par la société, la culture, le langage, les habitudes imposées. Sous la tutelle patiente et bienveillante de Daumer, Caspar progresse à une vitesse qui laisse tout le monde pantois. En 6 mois seulement, il parle couramment. En 1 an, il écrit des lettres complètes, avec une syntaxe certes parfois surprenante, mais une pensée reconnaissable. Il apprend les rudiments du latin avec une facilité déconcertante, comme si une partie de son cerveau était programmée pour les langues, comme si tout ce temps passé dans le silence avait créé dans son esprit un espace vide, parfaitement disponible pour recevoir les mots. Il dessine avec une précision que ses professeurs trouvent étrange chez quelqu'un qui n'a jamais tenu un crayon avant l'âge de 16 ans. Il apprend à jouer aux échecs et gagne, parfois, contre des joueurs expérimentés par des combinaisons de coups intuitives que ces derniers ne comprennent qu'après coup. Mais quelque chose d'étrange et de douloureux accompagne cette progression. Plus Caspar apprend, plus il semble porteur d'une souffrance diffuse, difficile à nommer, impossible à soulager. Comme si chaque nouveau mot qu'il assimilait agrandissait en lui une blessure ancienne. Comme si apprendre le monde signifiait pour lui apprendre ce qu'il avait perdu, mesurer l'étendue de ce que lui avait été volé. Car Caspar commence à se souvenir, ou du moins à reconstruire quelque chose qui ressemble à des souvenirs, des fragments, des sensations, des images sans contexte. Les souvenirs de la cave. Il parle d'une pièce, une petite pièce, obscure et froide, un sol en terre battue, des murs de pierre humides, pas de fenêtre, pas de lumière naturelle, jamais. Juste lui, seul, avec ses jouets, 2 petits chevaux de bois peints en bleu et en rouge et un petit chien en chiffon blanc. Ces jouets étaient son univers entier. Il leur parlait, il dormait avec eux. Quand il se réveillait, ils étaient là. Quand il s'endormait, ils étaient là. Toujours, là, toujours pareil. Il dit qu'il dormait beaucoup,
peut-être trop, peut-être d'un sommeil artificiel, chimique, induit. Qu'il se réveillait parfois avec une douleur dans les jambes comme si ses muscles protestaient contre une immobilité forcée trop longue. Qu'il n'avait jamais vu le visage de celui qui lui apportait à manger, jamais vu son visage, jamais entendu sa voix distinctement. Juste une main, dans le noir, qui glissait du pain sous la porte et parfois de l'eau dans un bol de terre. Et puis un jour qu'il ne sait pas dater, qui n'a pas de place dans un calendrier parce qu'il n'a jamais connu les calendriers, tout avait changé. Quelqu'un était entré dans la cave, lui avait tenu les mains, guidé sa plume sur du papier, lui avait appris à tracer les lettres de son prénom, K-A-S-P-A-R, lui avait mis une lettre dans les mains, l'avait habillé de vêtements étranges et l'avait conduit, les jambes tremblantes et les yeux bandés ou simplement incapables de fonctionner à la lumière, jusqu'à une route, jusqu'à une ville, jusqu'à Nuremberg. Qui était cet homme? Caspar ne l'avait jamais vu, ou du moins il ne s'en souvenait pas. Il ne connaissait de lui que ses pas, lents, réguliers, déterminés, et une odeur vague de tabac froid et de cuir. Rien d'autre. Aucun visage, aucun nom, aucune explication. Ce récit, recueilli patiemment par Daumer au fil de semaines de conversation et publié dans un livre retentissant en 1832, provoque une onde de choc dans toute l'Europe cultivée. Parce qu'il soulève une question terrifiante. Si Caspar dit la vérité, si quelqu'un a réellement enfermé un être humain dans une cave pendant 16 ans, lui a délibérément volé toute son enfance et toute son adolescence, qui pouvait bien avoir intérêt à commettre un acte d'une telle monstruosité? Et surtout, pourquoi libérer cet enfant maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas jamais? L'enfant est le monde des sens. Il faudrait des pages entières pour décrire correctement la façon dont Caspar découvrit le monde au cours de ses premières années à Nuremberg. Chaque journée apportait son lot de révélations, de surprises, parfois de terreurs inexpliquées. Le monde des sens, un monde que nous habitons si naturellement que nous avons depuis longtemps oublié qu'il fallait l'apprendre, pour Caspar avait un territoire vierge, à conquérir pas à pas, avec une patience et une curiosité que ses observateurs ne se lassaient pas d'admirer. La couleur, par exemple. Caspar n'avait jamais vu de couleur. Dans sa cave obscure, il n'y avait que le noir et les nuances infinies du gris sombre. Lorsqu'on lui montra pour la première fois un jardin en fleurs, c'était le printemps 1829, il se précipita vers la fenêtre avec des cris d'émerveillement. Il tendit les mains vers les vitres, puis court dans le couloir, tire sur la manche de Daumer, l'entraîne vers la fenêtre, lui montre les flocons en tombant avec des gestes frénétiques et un rire de pur bonheur. Il veut sortir, il veut toucher. Et lorsqu'on le laisse enfin mettre la main dehors pour attraper quelques flocons, il les regarde fondre dans sa paume avec une expression de stupéfaction absolue, comme si le monde venait de lui jouer un tour magique. La première fois qu'on lui joue de la musique, un violon, dans le salon d'un bourgeois chez qui Daumer l'emmène en visite, il s'immobilise au premier accord. Ses yeux s'emplissent de larmes sans qu'il semble en avoir conscience. Il reste sans bouger, rigide, pendant toute la durée du morceau, comme paralysé par quelque chose de trop grand pour son corps. Et lorsque la musique s'arrête, dans le silence qui suit, il chuchote un seul mot. Encore. Le professeur Georg Friedrich Daumer est l'énigme de l'apprentissage. C'est le professeur Georg Friedrich Daumer qui prend en charge l'éducation de Caspar à partir de l'été 1828. Daumer est un homme remarquable, qui sort du lot dans la Nuremberg bourgeoise et conservatrice de son époque. Philosophe, naturaliste, passionné par les questions de conscience, d'identité humaine et de spiritualité, il n'est pas du genre à se laisser impressionner par les modes intellectuels ou les opinions convenues. Pour lui, dès le premier jour, Caspar n'est pas un phénomène de cirque ni une mystère à résoudre pour satisfaire la curiosité des oisifs. C'est une fenêtre unique, irremplaçable, sur la nature humaine brute. Un être humain qui n'a pas encore été entièrement façonné par la société, la culture, le langage, les habitudes imposées. Sous la tutelle patiente et bienveillante de Daumer, Caspar progresse à une vitesse qui laisse tout le monde pantois. En 6 mois seulement, il parle couramment. En 1 an, il écrit des lettres complètes, avec une syntaxe certes parfois surprenante, mais une pensée reconnaissable. Il apprend les rudiments du latin avec une facilité déconcertante. Chapitre 5. La mort d'un mystère. Ansbach, décembre 1833. Caspar Hauser a 21 ans.
ou environ 21 ans. Personne ne connaît sa date de naissance avec certitude. Il vit désormais sous la tutelle légale de Lord Stanshop. Mais Stanshop est absent la plupart du temps, gérant ses affaires depuis l'Angleterre et l'Italie, et Caspar est confié à la garde quotidienne de l'instituteur Johann Georg Mayer. Mayer n'aime pas Caspar. Il le croit imposteur. Il le traite avec une froideur à peine dissimulée et une condescendance qui confine parfois à la cruauté ordinaire. Ces années à Ansbach sont les plus sombres de la vie de Caspar. Isolé de ses amis nurembergeois, mal aimé de son gardien, suspecté par certains d'avoir inventé son histoire de toutes pièces pour vivre au crochet des notables, il souffre visiblement. Il écrit de lettres mélancoliques à Daumer et à ses anciens amis. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi on ne le croit plus. Il dit qu'il est fatigué d'être une curiosité. Il dit dans une lettre à Daumer datée du printemps 1833 qu'il aimerait devenir quelqu'un de normal, comme tout le monde, et ne plus avoir de mystère. Il travaille comme greffier au tribunal d'Ansbach, un poste sans relief que Stanhope lui a obtenu par charité plutôt que par conviction. Ce travail l'enduit profondément. Il continue d'apprendre, de lire, d'écrire de la poésie. Il rime en allemand avec un talent certain. Mais quelque chose en lui s'est éteint depuis le transfert d'Ansbach, quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Le 14 décembre 1833. Le 14 décembre 1833, un après-midi d'hiver gris et froid comme seul le nord de la Bavière peut en produire, Caspar Hauser rentre chez lui en titubant, sa main gauche pressée contre son flanc gauche. Ses doigts sont rouges. Il saigne. Il s'effondre dans l'entrée. Mayer, alerté par le bruit, arrive et trouve Caspar à demi conscient, une blessure profonde au côté gauche, une blessure causée par une lame, un couteau ou un poignard. La blessure est nette, précise, profonde. Lorsqu'il peut parler, Caspar raconte. Un homme l'a attiré dans le parc de la Hofgarten, le parc de la cour, un espace public près de la résidence du palais, en lui disant avoir une communication importante à lui faire. L'homme lui a remis une bourse contenant un billet de papier, puis l'a frappé. Caspar dit qu'il a couru malgré la blessure, qu'il a réussi à rentrer. La blessure est sévère. Le médecin qui l'examine dit que la lame a atteint le foie, mais pas de façon fatale. Avec des soins appropriés et du repos, Caspar devrait survivre. Caspar ne survit pas. Il meurt 3 jours plus tard, le 17 décembre 1833, à l'âge d'environ 21 ans. À l'âge environ 21 ans, personne ne connaît sa date de naissance avec certitude. Ces dernières paroles, rapportées par Mayer, qui n'est pas, répétons-le, le témoin le plus fiable qu'on puisse imaginer, auraient été « viele Schnee », beaucoup de neige. Une phrase qui ne veut rien dire, ou qui veut dire trop de choses à la fois. Sa mort provoque une stupéfaction et un deuil profond dans toute l'Europe. Von Feuerbach, déjà gravement malade, pleure à l'apprendre la nouvelle. Daumer tombe dans une mélancolie de laquelle il ne se remettra vraiment pas. Les journaux publient des nécrologies. Les philosophes et les poètes écrivent en son honneur. L'enquête et ses zones d'ombre. Dans le parc de la Hofgarten, les policiers trouvent la bourse que l'assassin présumé aurait donnée à Caspar. À l'intérieur, un billet écrit en miroir. Il faut le tenir devant une glace pour le lire. Le texte est partiellement crypté, partiellement compréhensible. Il semble dire que l'auteur pourrait révéler des informations sur l'origine de Caspar et s'interrompt abruptement. La bourse laissée sur les lieux, n'est-ce pas trop commode ? Le billet écrit en miroir, n'est-ce pas trop théâtral ? Ces détails font immédiatement douter certains observateurs. Lord Stanhope, dans ses lettres à ses amis anglais, est inéquivoque. Caspar s'est blessé lui-même pour attirer l'attention, a mal calculé la profondeur de la blessure et en est mort accidentellement. Von Feuerbach, qui lui-même mourra quelques mois plus tard, en mai 1833, dans des circonstances qui elles aussi ont alimenté les théories du complot, avait une opinion radicalement différente. Dans ses derniers écrits, il faisait allusion à un empoisonnement mystérieux dont il était lui-même victime, directement lié, selon lui, à ses investigations trop époussées sur l'identité véritable de Caspar Hauser. L'enquête officielle est close rapidement. Aucun suspect n'est arrêté, aucun motif n'est officiellement établi. L'affaire est classée sans suite.
avec une hâte qui semble rétrospectivement un peu suspecte. Sur la tombe de Caspar, dans le cimetière d'Ansbach, on grave une épitaphe en latin « Hic jacet Casparus Hauser, enigma sui temporis, ignota nativite, occulta mortis ». En français, « Ici repose Caspar Hauser, énigme de son temps, naissance inconnue, mort obscure ». Une épitaphe qui dit tout et qui ne répond à rien.